Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence intitulée « Accompagner vos seniors à transmettre Génération Unie en entreprise ». Alors, on va essayer de répondre à plusieurs questions. La première qui est comment est-ce qu'on intègre et qu'on manage les seniors en entreprise. Ensuite, comment est-ce qu'on conjugue les attentes et les visions des différentes générations en entreprise. Et aussi, on va parler de transmission de savoir et d'intergénérationnel. Alors, avec moi aujourd'hui, donc je me présente déjà, Delphine Zanelli. Je suis experte en leadership, je suis conférencière, je suis facilitatrice. Et je suis là surtout parce que j'ai depuis 5 ans un podcast qui s'appelle L'entreprise de demain. Et je me suis interrogée de près au sujet des seniors et j'en ai fait une saison, c'est-à-dire plusieurs épisodes de podcast. Et voilà. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, avec moi, j'ai la chance d'avoir 3 personnes que je vais vous présenter. On va commencer par Michel, qui est à côté de moi. Oui, bonjour Delphine. Donc, je suis Michel Fuchs. Je dirige les centres APEC, Association pour l'emploi des cadres, sur le sillon alpin, donc de l'Ardèche à la Haute-Savoie. Ça fait 25 ans que j'évolue dans le monde de l'emploi et dans le monde du recrutement intermédiaire. Et par ce biais-là, j'ai eu l'occasion et toujours aujourd'hui, de côtoyer énormément d'entreprises dans des secteurs différents, de candidats également dans des métiers différents. Et le sujet des seniors est un sujet prégnant aujourd'hui, à la fois sur un plan économique, démographique, dans un contexte d'allongement de la vie, etc. Et à la fois un sujet humain, social, sociétal. Les seniors souffrent d'a priori très très fort de la part des entreprises. Eux-mêmes, du coup, parfois se mettent en situation aussi d'échec. Donc ça me paraît important, et au titre de mes fonctions actuelles, on agit beaucoup pour fluidifier le marché sur cette catégorie particulière, pour essayer de les aider et d'aider les entreprises parallèlement. Et on va revenir tout à l'heure sur ce que c'est qu'un senior aussi. Nadège. Bonjour, donc moi je suis Nadège Morel, je suis la DRH du groupe Jeanlin Mobilité. J'ai travaillé une vingtaine d'années, donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience en RH. Et j'ai passé 15 ans dans l'industrie française et internationale. Alors, le sujet, effectivement, des seniors et la question des générations unies, pour moi, c'est un vrai sujet d'actualité. C'est un sujet qui est absolument incontournable parce qu'il s'inscrit dans un contexte d'évolution démographique qui est quand même assez inédit, notamment en Occident et en Europe, donc. Et en fait, on est quand même dans ce contexte de vieillissement de la population qui est quand même assez important. Juste 2 chiffres, en fait, pour bien clarifier de quoi on parle quand on parle de vieillissement de la population. Donc, quand on prend les statistiques de l'Europe, ce qu'on voit, c'est que d'ici la fin du siècle, la part des plus de 80 ans va augmenter de plus de 2 fois, et ça va être multiplié par 2,5. Et les plus de 65 ans vont représenter 30% de la population. Donc, ça change complètement le paysage de la population. Et donc, si on fait la traduction, l'effet ricochet qu'on va avoir dans le monde des entreprises, ça veut dire que nos pyramides des âges vont être complètement transformées. Et ça, c'est pas dans 50 ans, c'est pas dans 70 ans, c'est dans les années et dans les 10-15 ans à venir. Donc, il faut qu'on s'y prépare. Et pour moi, c'est un sujet qui est à la fois, et c'est là où le sujet est intéressant, c'est un sujet qui est à la fois pour moi assez urgent du fait de ce contexte démographique, mais également récent. Parce que moi, quand j'ai commencé au RH, on était plutôt dans un contexte de chômage de masse. Et donc, les seniors, c'était la variable d'ajustement qui nous permet de résorber un peu le chômage. Voilà, c'est complètement l'inverse. Donc, il faut qu'on change un peu de paradigme, de méthode. Et c'est un sujet sur lequel on n'est pas du tout habitué. Et c'est pour moi toute la difficulté, en fait, du sujet. C'est que c'est à la fois urgent et très compliqué parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas été habitué. Voilà, d'où l'intérêt de cette conférence. Et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet aujourd'hui. Et enfin, Alexis. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Donc, je suis Alexis Bertel, DRH du groupe Pantera, et je préside la NDRH Savoie-Mont-Blanc. Donc la NDRH, ça signifie l'Association nationale des DRH. On se veut acteur engagé sur nos territoires et au niveau national.
Donc l'emploi des seniors rentre directement dans le scope et dans la profession de DRH. Donc on prend notre part au niveau de ce sujet d'actualité qui a commencé d'ailleurs avant la réforme des retraites et qui continue et qui fait l'actualité et les débats du moment. Merci beaucoup. Et puis, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, je pense que pour poser justement le pourquoi du sujet, pour moi, je suis convaincue qu'on a besoin aujourd'hui de toutes les générations en entreprise pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'on est dans un monde complexe, incertain, et qu'on a besoin du regard des jeunes et des moins jeunes, vraiment de toutes les générations pour être pertinent. Et c'est quelque chose que m'a dit un jour un dirigeant, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a lui-même 65 ans, et qui m'a dit « J'ai changé mon mode de décision, parce que si je ne prends pas une décision avec toutes les générations, je prends des mauvaises décisions. » Donc voilà. Donc, on va maintenant quand même définir un peu plus le sujet, maintenant qu'on a posé pourquoi on était là chacun. Avec Michel, donc il y a eu une étude statistique qui a été réalisée par l'APEC en septembre dernier. Et Michel, je vais vous proposer de nous faire le persona, enfin le persona, vous savez, c'est le personnage marketing. C'est quoi un senior ? Ou une senior d'ailleurs. Oui, alors si vous permettez, je vais rentrer dans un vrai rôle de composition parce que j'en suis très très loin. Non, ça ne saurait tarder. Mais c'est quand même un rôle de composition. Aujourd'hui, alors effectivement, je vais vous faire une petite synthèse d'une étude statistique qui a été réalisée par nos services très récemment, en septembre 2023, pour brosser un petit peu le portrait de ce qu'est un senior. Alors, l'âge qui a été retenu pour nous, c'est 55 ans et plus. Ce n'est pas une absolue vérité, puisqu'il n'y a pas d'âge théorique pour définir ce qu'est un senior. C'est ce qu'on a retenu, nous, dans nos services. Et évidemment, je m'attache à ce qu'est un cadre senior, puisque c'est sur ce sujet que porte l'étude. Donc, en quelques mots, éventuellement en quelques chiffres, mais pas trop. D'abord, je fais partie des 710 000 cadres seniors. Encore une fois, rôle de composition. On représente 18% de l'ensemble des cadres. Donc ça, c'est pour l'intégralité des cadres seniors en poste, en emploi. Je suis un homme. Je mets l'accent sur tout ce qui va faire une différence marquante de la seniorité en entreprise, donc de ce qui va être vraiment très spécifique au fait d'être senior en termes de pourcentage statistique. Donc je suis un homme, je vis plutôt hors d'une métropole, je suis propriétaire de mon logement, ça représente quand même 82% des cadres seniors qui sont propriétaires de leur logement, contre 67% pour l'ensemble des cadres. Mes enfants sont autonomes, comme 64% de mes pairs. On occupe une diversité d'emplois sur à peu près tous les secteurs d'activité. Par contre, ce qui est marquant, c'est qu'on est quand même très sous-représenté dans les métiers qui sont les plus porteurs de l'emploi cadre, que sont les activités informatiques, les activités juridiques et comptables et l'ingénierie, la R&D. À titre d'exemple, dans les activités informatiques, les cadres seniors représentent seulement 10% de l'intégralité des cadres, contre une moyenne de 18% pour tous les secteurs d'activité. On a des rémunérations qui sont très hétérogènes, qui sont plutôt élevées. En moyenne, on est à 71 000 € contre 59 000 € pour les cadres d'une manière générale. En revanche, et ça c'est assez marquant aussi, on est beaucoup moins souvent augmenté que nos pairs. En 2022, on est 44% de cadres seniors à avoir connu une augmentation de rémunération contre 56% pour l'ensemble des cadres. On est également fragile sur le marché de l'emploi. Ça, c'est assez marquant aussi. 64% d'entre nous considérons la mobilité comme un risque. Donc, il y a un vrai frein à la mobilité pour les seniors. Et en cas de perte d'emploi, les 3/4 d'entre nous considérons qu'on va avoir de grandes difficultés à retrouver un emploi, contre seulement 50% pour les cadres toutes catégories.
On est très fragile également vis-à-vis du chômage. D'abord en termes de taux de chômage, 6,8% pour les cadres contre à peine plus de 4% pour l'ensemble des cadres. Donc 6,8% pour les cadres seniors. Et surtout, quand on est au chômage, on a beaucoup plus de risques d'y être pour une durée plus longue. Il y a un tiers des cadres qui sont au chômage qui le sont depuis plus d'1 an, contre seulement 17%, enfin seulement c'est toujours trop, mais en tout cas 17% pour l'intégralité des cadres qui sont au chômage, qui le sont de longue durée. Merci pour ces chiffres. Alors c'est vrai que 55 ans, est-ce que c'est la réalité ? C'est vrai que souvent on a tendance à dire, à parler de la seniorité à partir de 45 ans. Oui, alors comme je vous le disais, c'est très variable sur le plan de retenue statistique. Il n'y a pas d'âge déterminé. C'est-à-dire que selon les organismes, certains vont retenir la seniorité à partir de 45 ans, d'autres à partir de 50, 55. Mais c'est vrai que par rapport à l'âge de la retraite, on va y venir, 55 paraît plus logique, mais il y a une réalité qu'on va afficher. Est-ce qu'on peut afficher la campagne de l'APEC ? Je ne sais pas si vous avez vu passer cette campagne périmée. Alors moi, elle m'a parlé parce qu'il y a 4 ans de ça, j'ai une amie, 42 ans, directrice marketing dans un groupe français, un grand groupe français. Son patron lui a dit qu'elle était périmée. Et on dînait après, donc elle nous l'a partagé. Donc j'avoue, quand on a vu la campagne, elle-même m'a dit, je crois que je vais faire un post. Parce que je me suis dit, l'APEC a vu juste. Alors, il n'y a pas partout de la discrimination, mais ça existe. Et elle avait 42 ans. Donc on n'est pas sur 55 ans. Et que c'est vrai que la réalité, voilà. Donc pourquoi est-ce que vous avez voulu faire cette campagne ? Parce que elle est quand même, elle est marquante pour le coup. Justement, je vous rejoins Delphine, c'est-à-dire que sur le plan statistique, on retient l'âge qu'on veut et ça n'a pas tellement d'importance. Sur le plan des discriminations et du ressenti, à la fois dans le regard qui est porté sur les seniors et à la fois dans le ressenti des seniors eux-mêmes ou des cadres en l'occurrence. Des cadres eux-mêmes, ça peut être beaucoup plus tôt que ça, de se sentir périmé, tout simplement. Donc on a produit cette campagne en voulant être un petit peu provocateur, parce que c'est aussi ce qu'on ressent dans l'ensemble de nos bureaux quand on reçoit des cadres dans cette situation. Donc on a voulu être un petit peu provoquant et faire réagir en mettant en avant justement à la fois le fait que c'est une hérésie sur le plan économique dans le monde dont on parlait, avec la démographie dont on parle, avec les tensions sur le marché de l'emploi, et à la fois c'est une injustice très forte parce que ces a priori ne se confrontent pas du tout à la réalité et à la réalité des chiffres quand on fait des études ou quoi que ce soit. Quand on interviewe par exemple des managers de cadres seniors qui n'ont pas du tout la même vision que si on leur demande spontanément est-ce que vous recruteriez quelqu'un de 50 ans. C'est-à-dire que dans ces discriminations, elles sont prégnantes. C'est-à-dire qu'il y a des a priori forts sur les seniors en termes de difficultés avec l'informatique, de difficultés à être managés. Par exemple, de gens qui sont très autonomes et à qui un manager plus jeune ne va pas pouvoir adresser des consignes. Ce qui n'est pas l'objectif du management aujourd'hui, d'adresser des consignes d'ailleurs. Donc c'est mieux qu'il n'y arrive pas. Et par contre, quand ils se frottent à la réalité, c'est-à-dire quand ils managent des seniors, ils se rendent compte qu'au contraire, il y a une grande souplesse, que ça apporte énormément de fluidité dans les relations entre les différents collègues, qu'ils ont vécu énormément de transformations au cours de leur vie professionnelle, donc ils ont cette agilité d'adaptation, etc. Donc on est vraiment sur des a priori qui sont faux en termes de réalité. Donc cette campagne voulait vraiment appuyer sur le fait que, c'est heurtant, et deux, en plus, c'est faux. Ouais. Mais on va creuser l'urgence du sujet, mais cette amie en question, elle s'en est très bien sortie parce qu'elle a créé sa boîte qui fonctionne très très bien, mais ça aurait pu la détruire. Donc en fait, il y a ça aussi.
Mais justement, revenons à cet aspect urgence du sujet. Alexis, pourquoi pour vous c'est un sujet urgent avec votre regard à la fois de DRH mais aussi de représentant de la NDRH? Pour revenir sur le senior, la définition du senior, ça change tous les ans. Parfois c'est 45 ans, après c'est 50 ans, après c'est 55 ans. À quel moment est-ce qu'on est périmé à 45 ans? Alors qu'aujourd'hui, il nous reste 19 ans à travailler si on prend l'âge de 64 ans. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens de parler de salariés de seniors à partir de 45 ans. Par ailleurs, on peut utiliser le mot senior pour désigner une expertise dans un domaine. Exactement. Consultant senior. Il y en a qui sont consultants seniors à 35 ans. Donc, nous, à la NDRH, on aime bien parler de salariés expérimentés. Ouais, Voilà. pour prendre un autre chemin. Alors, ensuite, il y a un sujet en entreprise sur le maintien en compétences et sur la formation des seniors. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que on a de plus en plus de difficultés à maintenir en compétences les gens, puisqu'on a l'obsolescence des compétences qui devient de plus en plus rapide. Aujourd'hui, une compétence, elle dure 2 ans. Donc, vous voyez que c'est un renouvellement qui doit avoir lieu tous les 2 ans, tous les 3 ans ou plus en fonction du métier, mais qui doit être pris en compte par les entreprises. Donc il y a un vrai sujet sur la formation. On a aussi un sujet générationnel, où les plus seniors ont à apprendre aux plus juniors, mais vice-versa. On pense toujours à ce qu'une information, ou du moins un savoir-faire, est transmis du plus âgé vers le plus jeune. Mais compte tenu de cette obsolescence, les plus jeunes ont aussi beaucoup à apprendre aux plus âgés. Donc il faut absolument que les générations réussissent à s'embrasser sur la question de la formation. L'autre sujet, c'est la réorientation. Je pense que dans la salle, on a tous entendu quelqu'un nous dire « Bon, je ne sais pas quoi faire d'autre que le métier que j'ai exercé depuis des années. Voilà, je ne suis bon qu'à ça. » Je pense que c'est une phrase qu'on a tous entendue. Je pense qu'il y a un tabou à briser pour faciliter la réorientation des plus de 50 ans. En incitant les plus âgés à se former sur de nouveaux métiers. Vous voyez, dans une carrière, 42 ans de carrière, de nos jours, on peut aisément changer 3, 4, 5, voire 6 fois de métier. Donc pourquoi pas les plus seniors? Je pense que c'est un sujet à creuser. D'autant que Michel en a parlé avant, on a une pénurie sans précédent en matière de recrutement. Donc c'est quand même assez paradoxal que des seniors et des entreprises ne trouvent pas de travail alors qu'elles recrutent toutes. Oui, c'est clair. Mais voilà, donc c'est un sujet qui est prégnant. Il y a de multiples enjeux. On va vous proposer des actions après par rapport à ça. Mais on va finir de poser un petit peu le contexte et l'urgence du sujet avec Nadège, qui va nous ouvrir le regard un peu plus largement. Alors oui, moi je pense, comme vous, que c'est une urgence pour les raisons qu'on a évoquées, mais c'est encore plus une urgence en France. Pourquoi? Parce que quand on regarde en fait ce qui se passe en Europe, on voit qu'on est très en retard. Le taux d'emploi des seniors dans la définition plus de 55 ans, qui est la définition européenne, le taux d'emploi en France, il est de 56%. Sur le reste de l'Europe, en moyenne, on est proche des 70%. Donc on a un retard qui est quand même assez colossal et il y a aussi une urgence de peut-être ouvrir un petit peu, ouvrir les états d'esprit, changer les mentalités, changer notre regard, s'inspirer davantage de ce que font nos voisins européens, parce qu'on est très proches sur plein de sujets. Et sur ce sujet-là, on voit qu'on est un petit peu en décrochage, donc ça peut être intéressant. Et changer notre regard. Pour moi, il y a vraiment une urgence à changer notre regard, parce que du coup, on l'a largement évoqué avec Michel, il y a quand même la question de l'agisme, l'agisme, c'est un terme que tout le monde ne connaît pas, mais qui est du coup la discrimination par l'âge. Il y a le racisme, il y a le sexisme, il y a l'agisme. Et donc c'est un sujet, même si on n'en a pas toujours conscience dans les entreprises, etc. Donc il y a aussi ce travail d'éducation, de sensibilisation. Il faut qu'on change notre regard, parce que c'est quand même un sujet. Toujours dans ce même état d'esprit de changer un petit peu les regards, je pense, pour revenir sur le sujet des définitions, il faut aussi qu'on s'interroge sur la définition du senior. Et moi, je vais même plus loin que ça, c'est que je me pose vraiment la question de l'intérêt, de la pertinence de continuer à segmenter la population par âge. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. C'est-à-dire que si on veut arrêter à un moment donné de stigmatiser, de créer des stéréotypes, il faut arrêter de parler par tranche d'âge. Pour moi, c'est complètement dépassé.
On peut parler de conditions de travail, d'adapter les conditions de travail par rapport à certains métiers. On peut parler de pénibilité des métiers. Mais pour moi, la segmentation par l'âge, pour moi, n'a plus aucun intérêt, en tout cas dans le sens de l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises. Donc ça peut être, en tout cas, c'est une question ouverte, hein, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est une vraie réflexion à avoir pour aussi lutter contre cet effet stigmatisation, les jeunes, les vieux, les millenniums, les X. Voilà, on a inventé plein de choses pour segmenter, pour catégoriser. Je suis pas sûre que ça soit la bonne démarche pour changer justement ce regard et du coup l'approche. Surtout qu'on a un enjeu qui est beaucoup plus intergénérationnel, en fait, qui est comment on travaille ensemble, parce que l'agisme, il est vrai pour les jeunes aussi. Hein. Je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec une jeune consultante, et je lui dis, est-ce que vous entendez encore dire, vous êtes trop jeune pour savoir? Oui, ce que moi j'entendais quand je commençais ma carrière. Donc en fait, soit on est trop jeune, soit on est trop vieux. On a 10 ans au milieu, mais on est à peu près OK. Donc ça c'est quand même un point qui est important, et on a titré Génération Unie parce qu'il y a vraiment cette notion nécessaire d'unification des générations dans l'entreprise. Et donc c'est vrai qu'arrêter de stigmatiser les tranches d'âge, etc., ça paraît être quelque chose d'important. Et je voulais aussi ajouter un point. C'était Sybille Lemaire, directrice exécutive du groupe Bayard et qui est fondatrice du Club Landois, qui disait que, justement, elle parlait de la transition de notre société vers le vieillissement, dont Nadège parlait. Enfin, pas que Nadège, vous avez parlé tous, qui va imposer une réforme du travail et voilà, d'arrêter de discriminer les seniors. Et elle ajoute qu'il y a une discrimination plus forte pour les femmes. Voilà, alors, on voit dans les chiffres que le senior est plutôt un homme, mais statistiquement, elles disent que 30% des femmes à la retraite touchent moins de 850 € par mois. Voilà, et que les entreprises doivent vraiment repenser l'équilibre des générations. Et c'est vrai que tout à l'heure, Nadège donnait certains chiffres, mais il y en a un très près qui est 45% de la population active qui aura plus de 50 ans en 2035. Donc voilà, donc on est vraiment... Et ce sujet, en fait, personne s'en empare vraiment et il fait peur. Quand j'ai fait ma saison sur le podcast, j'ai vu une baisse des écoutes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la saisonnalité, parce que parfois, il y a des périodes où les écoutes baissent. Et donc, j'ai appelé certains auditeurs et auditrices que je connais. Et il y a une auditrice qui m'a dit, il me fait peur, le sujet, parce que je suis bientôt senior. Et donc, j'ai continué à creuser, j'ai eu plusieurs fois ce retour. Et en fait, ça fait peur. Donc, c'est là où on se dit, waouh. Donc, ce sujet est un sujet fondamental. Ce sujet, on est braqué sur les jeunes parce qu'on essaie de recruter, mais en fait, on voit qu'il est intergénérationnel. Il est fondamental parce qu'on a besoin de tout le monde dans l'entreprise. Et donc, maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, on fait quoi? On fait quoi? Alors, peut-être Nadège Alors, je pense qu'effectivement, il y a des actions assez concrètes à mettre en place. En préambule, et pour rebondir sur ce que disait Alexis, il faut quand même contextualiser les actions qu'on va mettre en place. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que les métiers ils évoluent vite, ils évoluent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de complexité qui est colossal, on est dépassé par les outils, par les process, etc. Et ça concerne toutes les générations. Donc ça veut dire qu'on a besoin en fait, de tout le monde pour dépasser, pour faire face à ces évolutions majeures et pour s'adapter continuellement aux différents métiers. Et donc les actions en fait, qu'on va aborder aujourd'hui, qui sont plutôt des actions pour favoriser l'emploi et puis le maintien de l'emploi des seniors, en fait, on va s'apercevoir qu'elles vont s'adapter à toutes les générations. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. Pour moi, il y a 3 axes principaux dans les actions qui peuvent être imaginées à ce sujet. La première, et Alexis l'a évoqué, c'est vraiment tout ce qui concerne la reconversion. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de formation, moi maintenant je parle beaucoup de reconversion, parce qu'on va dans une carrière, on fait 1, 2, 3, 4 métiers. Dans le même métier, on en vit 50, puisque les métiers évoluent vite. Et moi je crois beaucoup en fait, à ces outils de reconversion qui permettent à la fois de gérer les carrières à n'importe quel âge, que ce soit en début de carrière, milieu de carrière, ou plutôt fin de carrière. Donc moi je pense qu'il y a un vrai axe là-dessus. On a aussi des partenaires au niveau Pôle emploi notamment, qui peuvent nous aider à construire des programmes et de reconversion, des programmes de formation adaptés qui nous permettent d'orienter vers les métiers de notre entreprise. Et ce qui est intéressant dans ces programmes, c'est qu'on va évidemment pouvoir attirer des personnes qui sont en situation de demande d'emploi, de demandeurs d'emploi, mais également des personnes en interne qui vont pouvoir évoluer dans l'entreprise en justement bénéficiant de ces actions de reconversion. Donc nous, en tout cas, chez Jeanlin, on est on est assez convaincus de l'intérêt de ces dispositifs pour les raisons que j'ai évoquées. Le deuxième axe, évidemment, c'est le sujet des conditions de travail et de l'organisation du travail.
Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il va s'adresser finalement à toutes les générations, pour des raisons différentes. Sur l'organisation du travail, par exemple, si je pense à la flexibilité du temps de travail, tout ce qui est aménagement de la semaine à 4 jours, à 4 jours et demi, on voit que c'est intéressant pour des personnes qui viennent rentrer dans le marché du travail, mais également pour des personnes qui sont en milieu de carrière et des personnes qui sont en fin de carrière. Sur la fin de carrière, quand même, un dispositif qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez suivi dans le détail en fait, la réforme des retraites, mais il y a eu une évolution sur le cumul emploi-retraite. Une évolution qui est intéressante, puisque alors, le cumul emploi-retraite, hein, tout le monde connaît, mais c'est la possibilité du coup d'occuper une activité rémunérée en complément de sa pension retraite. Donc c'est des gens qui ont liquidé leur retraite et qui vont décider de reprendre une activité rémunérée. Et en fait, la réforme des retraites a prévu c'était pas le cas avant, bizarrement, de continuer pendant cette période de cumul retraite, de continuer à acquérir des droits retraite et donc d'augmenter sa pension. Ce n'était pas le cas avant, ce qui est quand même fou. Donc les personnes travaillaient, mais elles cotisaient, mais elles ne bénéficiaient pas des droits associés. C'est plus le cas aujourd'hui et c'est fait exprès. C'est-à-dire que ça vise vraiment à allonger la durée du travail, allonger les carrières. Et donc il y a un vrai levier pour les entreprises, puisque en aménageant, en organisant plus de temps partiel, plus de travail sur 4 jours et demi, on va pouvoir permettre à ces gens-là, du coup aussi, de revenir sur le marché de l'emploi par une organisation du travail plus simplifiée. Dans l'aspect conditions de travail, il y a évidemment tout ce qui est ergonomie au poste du travail, quel que soit le poste, que ce soit sur des métiers d'atelier, sur des métiers de bureau. Il y a vraiment un sujet d'ergonomie au poste de travail que je ne vais pas forcément détailler parce que je ne suis pas une experte en la matière, mais qui me paraît évident pour préserver la santé des collaborateurs. Et enfin, le dernier axe qui est important, je pense, c'est les accords et les dispositifs d'aménagement de fin de carrière. Alors, c'est pareil, je parle d'aménagement de fin de carrière. Je pense qu'on devrait parler aujourd'hui de la gestion de l'allongement des carrières. Pareil, les mots qu'on va employer, pour moi, sont importants. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change aussi nos manières de parler et d'évoquer ces sujets-là. Et notamment avec les partenaires sociaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec des partenaires sociaux, avec les organisations syndicales et les CSE. Je pense qu'il y a un vrai levier pour créer aussi des accords d'entreprise pour travailler justement sur ces aménagements possibles, sur les temps partiels, sur la flexibilité du travail. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs qui existent et qui pourraient permettre de cadrer un petit peu tout ça dans les entreprises. Donc, c'est un de mes conseils aussi pour les entreprises qui sont concernées, c'est vraiment de travailler tout ça avec les partenaires sociaux, parce que c'est aussi un sujet qui est assez fédérateur et qui peut être très bénéfique pour tout le monde. Une action, si on ne peut en faire qu'une action, c'est laquelle ? Alors, s'il y avait une action à mener, alors ce n'est pas celle que je vous ai citée, c'en est une autre, mais qui rejoint ce que je vous ai dit au début. Pour moi, une action fondamentale à mener, c'est vraiment la sensibilisation sur l'agisme et sur les stéréotypes liés à l'âge. Pour moi, il faut vraiment qu'on change notre regard et peut-être les entreprises et les fonctions RH ont un rôle à jouer dans la sensibilisation sur ces sujets-là auprès de toute la ligne managériale et des collaborateurs. Parce qu'en fait, on s'aperçoit dès qu'on change le regard, le mindset, on change aussi la façon d'aborder le sujet et il y a des solutions qui viennent assez naturellement. Donc, je crois beaucoup en ça également. C'est toujours intéressant d'identifier une action qui va permettre de faire basculer les autres et les nourrir, donc l'éducation. Alexis, quelles seraient les actions possibles ? Tout a été dit déjà. Voilà. Donc, j'ai plus rien à rajouter. Là, c'est plus des actions qu'on porte au niveau de la NDRH, donc qui ont des enjeux politiques. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention concernant les seniors, mais pour l'instant, il n'y a rien qui arrive, où il y a peu de choses, peu de travaux engagés. Alors, la première chose, nous, on avait proposé de mettre en place, alors je mets entre guillemets, un index senior qui serait incitatif et non contraignant. Ce serait simplement un index qui permettrait aux entreprises d'avoir une boussole, avec par exemple le taux de senior, l'aménagement de l'organisation du travail, le taux de senior par CSP et le taux d'accès à la formation. Après, on propose aussi un plan « Un senior, une solution » qui prendrait, on va dire, la même genèse qu'un jeune, une solution, qui a réellement porté ses fruits. On demande un plan qui soit similaire. On demande aussi, et là c'est en lien avec la formation et la réorientation, un déplafonnement du CPF pour les salariés de plus de 50 ans, qui leur permettrait d'obtenir davantage de droits. Les sénateurs avaient rédigé un rapport dans lequel ils avaient analysé, donc c'est eux, ce n'est pas les entreprises, c'est les sénateurs, qu'ils estimaient que l'âge butoir
de 70 ans représentait un frein à l'embauche des seniors. Donc c'est du droit, mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en retraite avant qu'il ait 70 ans. Donc les sénateurs avaient estimé que ce dispositif était un frein à l'embauche de seniors. Alors on prend en compte leur analyse et leurs commentaires et on leur dit, mais nous on a une solution, c'est de mettre en place un CDI senior qui pourrait trouver sa fin à partir du moment où la personne arriverait à sa retraite à taux plein. Voilà. On propose aussi quelque chose qui est lié à la réorientation, un congé de reconversion professionnelle en cas d'usure professionnelle, qui pourrait permettre aux plus seniors de se réorienter, de changer de travail avec un dispositif qui existe. Oui, donc c'est des choses quand même très concrètes et pour l'instant voilà, qui sont importantes à pousser. Donc c'est vrai qu'on arrive dans l'action. Et s'il y avait une seule chose, pareil Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je ne l'ai pas dit avant. Une mesure qui était intéressante, qui n'a pas été, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est le contrat de génération. Peut-être que ça en parle à certains. C'est quelque chose qui avait été mis en place sous le gouvernement Hollande, qui était très lourd administrativement et même au niveau de la négociation à mettre en application, qui a été arrêté avec le gouvernement Macron. Pourtant, c'était un bon dispositif qui permettait la transmission de savoir-faire, l'apprentissage avec des seniors et des jeunes. Le taux des seniors, enfin le taux de chômage des seniors, on est à peu près à 7%. Le taux de chômage des jeunes, c'est 16%. Donc il y avait un intérêt pour les deux, en tout cas à réétudier ce contrat de génération et le simplifier. Donc moi je ferai ça. Alexis, moi j'espère que vous allez être entendu. Michel. Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit. Il y a des choses assez différentes chez Nadège et Alexis, et tout est intéressant. Bien sûr qu'on a besoin sans doute d'un cadre et de mesures incitatives et de choses comme ça. Un cadre légal différent qui favorise la formation, qui favorise tout ça. Mais je pense qu'avant tout, et je rejoins assez Nadège sur ça, je pense qu'avant tout, on a un problème de regard. On a un problème finalement d'éducation quelque part, enfin de changer le regard et de briser ses a priori. Et ça dans deux directions. Des entreprises, des recruteurs vers les seniors, les personnes expérimentées, mais également des personnes expérimentées elles-mêmes qui se mettent des freins elles-mêmes, parfois parce qu'elles ont entendu à titre personnel des choses pas chouettes. Pas chouettes, effectivement, de l'agisme, qu'elles en ont souffert à titre personnel et direct. Et parfois, c'est juste parce qu'elles pensent qu'elles pourraient le subir. Ouais. Donc, il faut aussi casser, quelque part, cette démobilisation personnelle et donc travailler sur la certitude d'avoir des choses à apporter à l'entreprise. C'est une réalité, il faut en être convaincu. Ouais. Partout. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment des actions de changement de regard à apporter auprès des entreprises et ça peut se faire notamment par le fait d'apporter de l'objectivité autant que possible. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des études, sur des choses comme ça qui viennent apporter des faits qu'est-ce que ça représente finalement d'avoir des personnes expérimentées, qu'est-ce que ça vient apporter, quelles sont les contraintes aussi, qu'est-ce que ça impose en termes peut-être de modification d'organisation du travail pour être adapté au mieux et pouvoir utiliser de manière la plus constructive et la plus utile possible les atouts des uns et des autres. C'est vrai pour les personnes expérimentées, c'est vrai aussi pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour bénéficier dans l'organisation au maximum de ce que ces personnes ont à apporter à l'entreprise. Et puis de l'autre côté, auprès des salariés eux-mêmes, d'être convaincus de ce qu'ils ont à apporter et donc de travailler sur leur remobilisation, sur la valorisation des atouts de leur expérience et un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Dans le cadre
aussi ce monde de travail. Je pense que c'est utile aussi d'apporter un peu de lumière sur des formes d'activité qui peuvent être alternatives à celles du salariat et qui peuvent aller dans le sens d'un travail plus souple et plus adapté au mode de fonctionnement de chacun. Alors en faisant attention à ce que tous les seniors ne se reconvertissent pas en indépendants parce que c'est problématique. Enfin voilà, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Donc c'est un peu la limite du sujet quand même. Tout à fait. Mais ça peut correspondre à un certain nombre de gens. Et alors, il y a l'indépendance, c'est une chose. Le temps partagé, c'en est une autre. Oui. Non, mais tous ces formats un peu hybrides, il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre plus... Voilà, il faut faire attention à ne pas se dire la solution, c'est le seul bémol que je mets parce que... Quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'y a pas de solution unique. Oui, c'est clair. Et pour répondre à votre future question de c'est quoi la bonne idée, et ben justement, je suis pas sûr qu'il y en ait une. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans plein de directions différentes. Alors pour moi, c'est pas la bonne idée. C'est toujours se dire quelle est la première action qu'on peut mettre en œuvre, parce que quand on est une entreprise, on peut pas s'attaquer à tout. Avant de monter le Mont Blanc, il va falloir monter la première marche. Et du coup, quelle est la première marche en fait? Pour moi, c'est ça le sujet. Je dirais que c'est beaucoup du travail pédagogique auprès des entreprises et auprès des salariés eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, j'ajouterais pour synthétiser, pour moi, il y a 4 ans, Welcome to the Jungle, qui venait de passer la semaine de 4 jours, est venu me voir pour le podcast en me disant on voudrait parler de la semaine du 4 jours parce que pour les jeunes, c'est canon. Je dis non, mais c'est pas canon pour les jeunes, en fait. C'est canon pour les jeunes. C'est canon pour les quarantenaires qui sont en train de se poser des questions, de vouloir faire des side business, d'avoir une journée en plus. Et c'est canon pour les seniors. Parce que parfois, quand ils ont un salaire trop élevé, s'ils bossent 4 jours, ils vont pouvoir faire autre chose à côté, etc. Donc en fait, ça répond. Voilà. Donc c'est d'avoir vraiment cette. Je pense que le sujet de la flexibilité du travail, et on en parlait avec Alexis dans une autre conversation ce matin, c'est un enjeu à venir, mais c'est un enjeu qui répond à cette logique de la seniorité, mais aussi de l'intergénération, mais aussi de nos envies. Parce qu'en fait, on est des citoyens et globalement, quel que soit nos âges, nos envies ont évolué. Et ça, c'est important de les prendre en compte. Je dirais que l'autre chose pour moi, l'action rapide, vous avez parlé d'éducation. Pour moi, c'est l'écoute, le respect, la tolérance, l'ouverture. En fait, on est vraiment dans nos schémas. Les jeunes veulent plus bosser, les vieux sont trop vieux, les Français sont flemmards, il n'y a plus d'ambition. On adore en France des espèces de raccourcis comme ça. Et donc, c'est s'ouvrir, écouter, regarder les choses différemment, s'ouvrir aux différences aussi. Et voilà. Et puis, le dernier point que je voulais donner pour moi, il y a 2 autres sujets. Je pense qu'il y a une autre action qui est la transmission. En fait, les seniors ont un rôle de transmission en entreprise et permettent aux plus jeunes aussi de commencer. Parce que la transmission, c'est la clé de l'apprentissage. Vous n'apprenez vraiment que quand vous transmettez. Et donc, en fait, se dire, faire de la transmission de quelque chose de permanent dans les 2 sens, comme on disait tout à l'heure, dans l'entreprise, pour aussi, quand on arrive, parce que le tout, c'est pas juste de s'occuper des seniors d'aujourd'hui, c'est les seniors de dans 15 ans, 10 ans, quand on va arriver à 45% de la population, 50%, pardon, et de se dire, eux, comment ils seront préparés. Donc, eux, finalement, aujourd'hui, ils ont peut-être, si on prend 45 ans, ils ont 30 ans ou 35 ans. Comment déjà on leur apprend à transmettre, comment déjà on leur apprend à se réorienter, comment déjà on leur apprend à pivoter pour que le jour où ils ne se retrouvent pas comme beaucoup des seniors aujourd'hui qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Et donc, on leur dit, à 50 ans ou à 55 ans, il va falloir vous réinventer. Et là, mais ça fait 30 ans que je fais le même métier, en fait. Comment je fais? Et je crois, la toute dernière chose pour moi, j'en parlais ce matin, c'est de redonner cette lettre de noblesse à l'ambition. Parce qu'on critique l'ambition aussi. Mais si on n'a pas d'ambition, on n'a pas de rêve. Si on n'a pas de rêve, on fait quoi? Et donc, Alexis a dit à juste titre, à 45 ans, vous avez encore 20 ans de boulot. C'est une carrière. Donc, soit vous le voyez en vous disant, je compte les jours, et là, ça va être long à compter. Soit vous dites, quelle est mon ambition? Quel est mon rêve? Donc, c'est aussi reconnecter les gens à l'envie, reconnecter les gens à leurs forces, leurs points d'appui, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière, quelles sont leurs forces, quels sont les soft skills qu'ils ont utilisés, en quoi ils sont adaptables et comment ils peuvent aller ailleurs. Donc je crois qu'il y a aussi un rôle pédagogique important. On l'attribue à l'entreprise. Moi, je l'attribue aussi au management, au sens du leadership, à tous les managers. Dans votre posture de leader, c'est de faire grandir et c'est ça aussi. Et c'est votre collaborateur aujourd'hui et votre collaborateur dans 10 ans.
Combien de personnes vous racontent que quelqu'un leur a dit un truc il y a 20 ans et ça a changé leur vie professionnelle? Donc c'est aussi comment est-ce qu'on fait ça. Voilà, moi, ce que je voulais partager. Je voulais rebondir ouais. sur ce sujet justement parce que nous, on est très souvent confrontés plutôt aux RH et avec les RH, la compréhension, elle existe, l'ouverture d'esprit, elle existe. En général, il n'y a pas tellement de sujets sur ça. Le problème, c'est que dans une entreprise, il y a la direction, il y a les RH et puis il y a les managers. Et sur l'intégralité de cette ligne décisionnelle, parfois, il y a un endroit où on se heurte à ces a priori qui vont venir être bloquants pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, il y a un vrai travail qui est à faire par tout le monde de diffusion de la bonne parole, finalement, et y compris en interne dans les entreprises. Et c'est important de pouvoir toucher jusqu'au manager opérationnel. Je crois que c'est rappelé. Toucher du doigt l'importance du sujet et puis la valeur ajoutée. Plutôt que le frein psychologique. Oui, rappeler au manager d'abord l'essence de son rôle, qui est de faire effectivement grandir ses équipes. Avant qu'on conclue, est-ce que vous avez des questions à nous poser, ou des remarques, ou des choses que vous voulez ajouter, des pratiques, des idées de pratiques que vous auriez, que vous voulez partager? Ne vous ruez pas sur le micro. Ah, alors attendez, on vous apporte un micro. Non, c'est moi qui vous apporte mon micro. Oui, bonjour. En fait, c'est plutôt un témoignage que je voulais apporter plus qu'une bonne pratique pour l'instant. Effectivement, j'ai eu à subir, moi, en tant que manager, des remarques de mes propres collaborateurs en disant, quand je manageais une équipe formation, on ne va pas former les plus de 45 ans, c'est de l'argent foutu en l'air. Oui, je l'ai entendu il y a une dizaine d'années, ça m'avait déjà à titre personnel. Oui, tout à fait. Et je voulais souligner aussi la double peine des femmes, parce que vous ne l'avez pas soulevé. Ce serait intéressant de voir dans les statistiques, mais là aussi, je l'ai vécu à titre personnel. Il y a les seniors hommes qu'une entreprise embauche plus facilement, et les seniors femmes qui galèrent pour retrouver un emploi de CDI, de temps partiel, de CDD, au niveau des cadres. Parce qu'on fait peur. Et donc, je rejoins Michel Fuchs. C'est vraiment de la pédagogie à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi de la société civile, pour dire, à 50 ans, on est loin d'être foutu, comme on nous le fait croire. Et il y a plein de préjugés à lever. Et voilà, j'en suis le témoin. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque que vous voulez partager? Oui. Bonjour. Moi, je voudrais juste savoir si vous avez la vision justement de la progression du taux de l'emploi des seniors en France, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un peu urgence et qu'on avait pas mal de retard vis-à-vis de l'Europe. Et moi, je voudrais savoir si vous avez la vision de la tendance, c'est-à-dire est-ce que les choses, elles ont plutôt tendance à s'améliorer, parce que nous, on a l'impression quand même que ça a tendance à s'améliorer, mais voilà, je voudrais avoir votre regard là-dessus. Je vais peut-être répondre. Oui, effectivement. Alors, j'ai pas les chiffres avec moi là, mais ils sont. Je vais vous donner les liens d'accès. Dans cette étude statistique des cadres, on a effectivement les chiffres du taux d'emploi des seniors qui s'améliorent vraiment. Et assez rapidement, de toute façon, dès qu'on augmente l'âge de la retraite, même si c'est dans la tête, automatiquement, il y a un effet sur le taux d'emploi. Donc, il s'améliore, mais on est encore assez loin de nos cousins européens. Donc, il y a encore du chemin à faire. Mais oui, la tendance est bonne. De toute façon, à partir du moment où il y a une prise de conscience, heureusement, il y a une amélioration. Après, vous allez voir plus vite bouger des petites structures, des moyennes structures que des grandes structures là-dessus, parce qu'il y a une inertie toujours plus importante. Et je crois que ça s'améliorera aussi en même temps qu'un sujet qu'on a abordé ce matin, Alexis, celui du recrutement par les soft skills. Je pense que c'est aussi quelque chose qui contribue à faire changer une mentalité globale, une approche, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération, une approche un peu différente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on évalue de moins en moins des compétences et des savoir-faire, puisque de toute façon, maintenant,
il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre qu'on cherche d'autres solutions et d'autres outils. Donc il est vrai que maintenant, on évalue de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être, tels que la capacité d'apprentissage, d'adaptation, pour sélectionner les meilleurs qui arriveront à faire face à tous ces défis liés aux évolutions et aux changements que nos environnements connaissent, voilà, technologiques, etc. Le simple fait de créer une rencontre vient déjà éliminer un certain nombre de freins. C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un devant soi, un potentiel recruté, qui va s'exprimer, qui va montrer tout son dynamisme, et pas sur un bout de papier qu'on appelle un CV, ça va déjà lever un certain nombre de freins. Oui, parce qu'on sent une énergie, donc il y a quelque chose. Fait. Mais d'où le rôle de l'APEC, il faut aller Absolument. présenter les candidats. Absolument, et on multiplie les Droit échanges devant. et les rencontres entreprises candidats sur différents sujets. Hein. C'est vrai aussi pour les jeunes, c'est vrai pour les jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville, enfin, c'est vrai pour plein de catégories qui souffrent de discrimination a priori. On va continuer les blind CV. Les CV, on ne voit pas. Tout à fait. On connaît les soft skills et on va inventer un nouveau truc. Mais ça serait une bonne idée. Est-ce que vous avez une dernière question? On va conclure alors. Alors peut-être le mot de la fin, Nadège, honneur aux femmes. Le mot de la fin, il va être plutôt positif. Moi, je pense que le sujet en fait, de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniors est une vraie opportunité pour les entreprises. D'autant plus dans cette période un petit peu de guerre des talents, de pénurie de talents qu'on vit tous, quel que soit le secteur d'activité. C'est une vraie opportunité d'être plus inclusif, d'ouvrir, de faire preuve de plus d'ouverture d'esprit. Et c'est vrai, quand on parle de diversité, là, on parle évidemment des seniors, mais finalement, le sujet est beaucoup plus large que ça. On voit que tout est lié. Donc moi, j'y vois une vraie opportunité de changer, de s'adapter. Pour ceux qui ont participé à la conférence d'hier soir, ça rentre complètement dans ce qui a été dit hier. Et c'est l'avenir des entreprises, de toute façon. On a un contexte. Et donc, moi, je trouve ça hyper positif. Et on doit s'adapter, on doit évoluer. Et on va en tirer des choses hyper bénéfiques parce qu'on sera plus inclusif et donc plus efficace et plus performant, puisque c'est ça qu'on cherche in fine dans les entreprises. Et voilà. Donc le message est hyper positif et je suis très, très optimiste pour la suite et pour les années à venir sur ce sujet. Alexis? L'avenir, de toute façon, se fera avec tout le monde. Hein. Les entreprises l'ont compris, que ce soit d'ailleurs les seniors, les plus jeunes. C'est pour ça qu'aussi, avec la NDRH, on a fait un plaidoyer en faveur de l'emploi des seniors, où on s'engage sur ces sujets. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver les ressources si ça nous intéresse, Alexis? Alors directement sur le site de la NDRH, vous retrouvez le plaidoyer qui a été rédigé et écrit en lettres ouvertes pour tout le monde. Merci. Michel? Oui, alors je rejoins complètement ce qui a été dit et je suis assez optimiste aussi, notamment parce qu'on est bien aidé par le contexte. C'est-à-dire que les entreprises, finalement, à un moment donné, n'ont plus le choix. Dans un contexte de tension très forte sur le marché de l'emploi, il faut ouvrir les chakras. Il faut être dans l'inclusion, quelle que soit la catégorie visée, je dirais. Mais du coup, on est aidé par ce contexte-là et il faut y aller. Et il faut accompagner ce mouvement-là. Par le fait d'en être convaincu et de ne pas le faire uniquement par non-choix finalement. Je vous encourage à prendre connaissance de l'intégralité. Vous avez accès à l'intégralité des études qui sont réalisées par l'APEC sur notre site corporate, APEC Corporate. Et puis en tant que cadre, à tous les outils et tous les ateliers, etc., qui peuvent mettre en valeur ces sujets-là et qui peuvent aider sur notre site apec.fr, et c'est en accès libre également, et tout est ouvert. Extra. Et je pense, alors moi, pour le coup, en tant que femme senior, j'ai 52 ans, je suis dans une déclassification, je pense que c'est un enjeu collectif. Hein. Je pense que c'est un enjeu de savoir travailler avec toutes les générations. C'est un enjeu de savoir prendre sa place en tant que senior, de savoir se challenger, de savoir s'entourer, parce qu'on ne se challenge pas tout seul. Donc de savoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir se reconnecter aussi au potentiel qu'on a en nous.
Et je suis aussi moi je suis de nature assez optimiste. Alors j'appelle ça optimiste responsable. C'est-à-dire que moi c'est de l'optimisme très pragmatique. C'est de dire, ok, il y a des choses, mais on peut agir. Je pense qu'on peut toujours agir, on peut toujours choisir dans la manière dont on réagit aux choses. Et moi, j'encourage que vous soyez entreprise, que vous soyez senior qui nous écoutez, à puiser dans tout ce qu'on a vu pour vous dire quelle action je mets en place demain pour faire avancer ça chez moi. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci à Michel, merci Nadège et merci Alexis. Merci.